du salle de Spiranti. Alors, je vais commencer par le plan de l'exposé directement. Donc, ce soir, j'ai structuré l'exposé en 5 parties. Dans une première partie, je vais décrire un peu ce qu'on entend par espace-temps. Qu'est-ce que l'espace-temps? Je vais essayer de répondre à cette question de manière le plus simple possible. Et l'espace-temps, particulièrement l'espace-temps de la relativité générale. Dans une deuxième partie, j'introduirai le concept de trou noir. Là, pareil, j'essaie de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un trou noir ?» La question que tout le monde se pose, peut-être. Puis, j'aborderai une partie théorique qui concerne en partie nos activités à Meudon, qui est la simulation d'images de trous noirs, de ce qu'on verrait si on s'approche d'un trou noir. Enfin, dans la quatrième partie, je discuterai des observations, des vraies observations astronomiques. On sait aujourd'hui des trous noirs par l'observation. Et la cinquième partie, ce sera les futures observations. Parce que, comme vous allez le voir, on est à l'aube d'une nouvelle ère. On peut faire vraiment une nouvelle ère pour ce qui concerne les trous noirs. Aussi pour d'autres domaines de l'astrophysique, mais particulièrement pour les trous noirs, il y a une nouvelle génération d'instruments qui arrive sur le ciel et qui va produire vraiment des images exceptionnelles et on va avoir des données qui vont permettre vraiment de tester leur relativité générale. Bon, je vais y revenir tout à l'heure. Donc commençons par l'espace-temps relativiste. Donc la question, qu'est-ce que l'espace-temps? C'est un mot presque familier, on en parle souvent de l'espace-temps. Bon là je l'introduis de manière très simple, en faisant appel à la intuition. On sait très bien que l'espace dans lequel nous évoluons à 3 dimensions, c'est une observation courante, je peux aller 2 ans derrière, à droite, à gauche, et en haut et en bas. Donc ça veut dire qu'en fait, mathématiquement, pour décrire une position dans l'espace, eh bien, il faut 3 nombres. Alors en général, on prend les coordonnées cartésiennes, x, y, z, position d'un point. Alors ça, c'est pour l'espace. Par contre, pour le temps, eh bien, comme vous le savez, un seul nombre suffit à caractériser un événement dans le temps. On appelle ça en général la date. Alors souvent on met forme de plusieurs nombres, par exemple on dit que ça s'est produit le 13 juillet à 9h42, mais en fait tous ces nombres on pourrait en faire qu'un avec. Donc il n'y a qu'une seule dimension et il n'y a qu'une seule direction, c'est on va passer vers le futur, il n'y a pas trop de choix. Donc il y a 3 dimensions d'espace, une dimension de temps. Et la question, pour former l'espace-temps, est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'on peut unifier ça? Ce sont 2 choses assez différentes. Et bon, alors on pense à l'espace-temps, on pense souvent à Einstein, la relativité, l'espace-temps, les trous noirs, etc. Mais en fait, les gens se sont posé la question bien avant Einstein, dès le XVIIIe siècle. Par exemple, dans la fameuse encyclopédie d'Alembert et Diderot, on peut trouver cette phrase dans la définition de l'article dimension dans l'encyclopédie. J'ai dit plus haut qu'il n'était pas possible de concevoir plus de 3 dimensions. Un homme d'esprit de ma connaissance, bon, il dit faculté, c'est peut-être lui-même, croit qu'on pourra cependant regarder la durée comme une 4e dimension, le mot toujours prononcé, la 4e dimension, et que le produit du temps par la solidité, c'est-à-dire l'espace, serait en quelque manière un produit de 4 dimensions. Voilà, c'est juste, il n'y a pas eu beau, ça n'a pas été très plus élaboré, mais on peut mentionner ça. Donc au XVIIIe siècle. Toujours au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, il y a Lagrange, dans son traité des fonctions analytiques, qui dit explicitement, ainsi on peut regarder la mécanique comme une géométrie à 4 dimensions, au niveau des mélanges du temps et de l'espace, et l'analyse mécanique comme une extension de l'analyse géométrique. Donc c'est l'aspect un peu géométrique, on va peut-être faire des choses dans des espaces à 4 dimensions. Évidemment, déjà à l'époque, pour des mathématiciens, ça ne posait pas de problème de considérer 4 dimensions. Alors, puisqu'on est un peu à ce niveau-là au XVIIIe siècle, on va dire on est plutôt au niveau des mathématiques, plutôt que de la physique. L'idée c'est de prendre la coordonnée de temps, de l'ajouter aux coordonnées d'espace pour former un continuum purement mathématique pour l'instant, on va essayer de lui donner un sens physique après, à l'espace-temps. Alors, bien sûr, on a tout de suite un problème de représentation graphique, puisque l'espace-temps va avoir 4 dimensions, 3 d'espace, 1 de temps, et évidemment, on peut, sur une représentation graphique, on peut représenter que 3 dimensions en perspective. Donc 4 dimensions, on ne peut pas. Donc là, moi, j'ai vraiment choisi ce soir la simplicité. J'ai simplement enlevé 2 dimensions d'espace pour n'en avoir plus qu'une. Donc j'ai des diagrammes comme ça à 2 dimensions. Donc vous pouvez imaginer qu'ici, il y aurait une dimension Y perpendiculaire au plan du tableau, par exemple. Et puis Z, on ne peut pas la montrer parce que ce serait... voilà. On ne peut pas avoir cette dimension ici sur le tableau. Et donc, par contre, le temps, lui, on garde, on n'enlève pas. Donc, en général, dans les diagrammes d'espace, ce qu'on appelle donc, les diagrammes d'espace-temps, dans cette représentation-là, on met le temps dans la direction verticale et l'espace dans la direction horizontale.
À ce moment-là, on s'aperçoit que dans ce genre de diagramme, si on veut décrire par exemple l'objet physique le plus simple, la particule. Une particule en physique, en général, c'est un objet dont on ne prend pas en compte l'expansion spatiale, on le considère comme un point. Donc c'est un point dans l'espace, mais dans le diagramme d'espace-temps, en fait, ça va être représenté comme un point, mais par une ligne qui va être la succession de toutes les positions occupées par cette particule à différents événements. Vous voyez, par exemple, une particule de la BD ici. Eh bien, en fait, mentalement, particule, on pense à un point, mais pour le relativiste, quand il pense particule, il pense à une ligne courte comme ça. Et à un instant donné, la particule est là, puis à un instant ultérieur, par exemple, elle est là. C'est ce qu'on appelle des événements, c'est les positions sur la ligne migratoire. Ça, ce serait par exemple une deuxième particule qui bouge par rapport à, par exemple, ici elles sont au plus près, puis là elles sont plus éloignées. Cette représentation-là. Alors ces lignes, dans les diagrammes d'espace-temps, ça porte un nom, on appelle ça des lignes d'univers. On imagine ça comme une représentation en fait de tout notre univers. Voilà. Alors ces choses-là, en fait, je vais les montrer comme ça, mais en fait ça existe en fait depuis le 19e siècle. Les gens ont fait des diagrammes d'espace-temps bien avant la relativité. La relativité c'est 1905. Ici en 1978, c'est un diagramme d'espace-temps qui conserve Dijon en plus. Je suis content de trouver ça. C'est les lignes de train Paris-Dijon. Donc ici vous avez l'espace, toujours réduit à une dimension. Là c'est Paris, je ne sais pas si vous allez lire, c'est peut-être un peu petit. Là vous avez donc Dijon, et puis ici c'est Lyon. Et là c'est le temps qui s'écoule, ce sont les heures, 6 heures, 7 heures, midi, 1 heure de l'après-midi, 2 heures de l'après-midi, 3 heures, etc. Et chaque ligne ici, ça représente en fait la ligne d'univers d'un train. Donc par exemple, si on prend ce train-là, il part de Paris à 6 heures, 6h30. Il fait ça. Là, il s'arrête, je ne sais pas où, à La Roche. Il s'arrête un petit peu. Il s'arrête à Tonnerre. Là, il s'arrête plus longtemps. Vous voyez, là, il ne bouge pas. Puis il repart, etc. Là, il arrive à Dijon, ici. Il ne s'arrête pas longtemps, Dijon d'ailleurs. Et puis il repart, etc. pour arriver à Lyon. Donc là, il y a plein de trains, il y a des trains dans les deux sens qui vont aussi de ça. Et donc ça, ce graphique, on le trouve dans un livre, La méthode graphique dans les sciences expérimentales, par un Français, Jules Marais, donc paru en 1978. Et d'après lui, c'est une invention d'un certain monsieur Ibry peut-être vous avez fait d'ailleurs à l'école, moi j'avais fait ça en CM2, il me semble, pour régler des problèmes d'intersection. On cherchait l'intersection pour trouver quand deux trains se croisent, à quelle heure ils vont se croiser. Comme ça, graphiquement, on pouvait dire graphiquement où et quand ils se croisent. Donc voilà une espèce de diagramme d'espace-temps du 19e siècle. Alors, cet espace-temps, donc là, je vais d'abord discuter avant de passer à l'espace-temps relatif, c'est l'espace-temps newtonien, parce que c'est l'espace-temps qui concerne le 18e siècle, qui concerne ces gens-là, donc à l'époque c'était la physique qu'on appelle newtonienne, très relativiste. Cette physique newtonienne, elle est caractérisée par quelque chose de remarquable, qui est le temps absolu, ou temps universel de Newton. C'est Newton qui l'a formalisé le premier, dans ces fameux principes philosophiques de la mathématique naturelle, je sais plus comment c'est, bon, les principes de la Mathematica. En 1687, il a dit que le temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien d'extérieur, coule uniformément et s'appelle durée. Donc il a introduit cette notion de temps absolu. Donc dans notre diagramme d'espace-temps, ça veut dire qu'en fait, mathématiquement, on a une espèce de vibration comme ça, par des lignes qui sont ici des lignes, mais en fait, il faut imaginer que ça va être des surfaces, ça va être des morceaux d'espace trois-dimensionnels, à temps constant. Donc c'est une structure absolue dans l'espace-temps, c'est-à-dire que ça c'est le temps absolu, 1 heure, et toutes les horloges transportées par les différents observateurs. Donc là, cette fois-ci, j'imagine plus une particule, mais un observateur. Alors je réduis une particule parce que je ne m'intéresse pas à l'extension spatiale de l'observateur, je m'intéresse juste au fait que simplement il va transporter une horloge avec lui, il sera capable de lire l'heure, et donc on décrit donc par une ligne d'univers, et il y a une horloge qui indique l'heure, là 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et le point important, c'est qu'en fait, tous les observateurs, quel que soit leur état du mouvement, en fait, sont d'accord sur le temps. Là, c'est 1 heure pour tout le monde, là, c'est 2 heures pour tout le monde, là, c'est 3 heures pour tout le monde, là, c'est 4 heures pour tout le monde. C'est le temps absolu de Newton. Alors, d'un point de vue mathématique, ça, c'est une structure très simple à décrire. C'est l'espace-temps, on décrit comme R4. Et en fait, cette fibration ici, cette division en temps plus espace, on peut la représenter par un produit cartésien de R par R3. Savent ce que c'est. Ouais, je ne vais pas faire beaucoup de mathématiques ce soir, mais juste je vais montrer de temps en temps des petites formules comme ça. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, je vais attendre de l'écrire. C'est juste pour vous dire que tout ça, il y a une représentation mathématique de tout ce que je raconte ce soir, bien évidemment. Voilà.
Alors, ça, c'est une vision qui n'a pas été très utilisée dans la physique newtonienne parce qu'en fait, elle est un peu artificielle, on n'en a pas vraiment besoin pour faire de la physique. Par exemple, un client de la physique newtonienne, c'est la mécanique céleste au XIXe siècle, qui a culminé avec la découverte de Neptune par le calcul, en quelque sorte. Le Verrier, il n'avait pas besoin vraiment du concept d'espace-temps pour découvrir Neptune. Donc là, c'est juste, on peut s'amuser comme ça à unifier le temps et l'espace, mais voilà, ça n'a pas porté de conséquences. C'est vers la fin du XIXe siècle que les gens sont commencé à se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un sens physique là-dedans? En fait, la question qui a été posée par notamment Poincaré vers la fin du XIXe siècle, c'est à l'époque, on commençait par exemple à faire des liaisons télégraphiques entre Paris et Berlin. Et Poincaré commençait à se poser des questions sur le temps de propagation des signaux dans les câbles entre Paris et Berlin, ça se chiffrait en millisecondes, quelque chose comme ça. Et ça commençait à plus devenir négligeable. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous, on perçoit, ici on est par exemple à t égale 0, donc je suis un observateur, là c'est ma ligne d'univers. À t égale 0, voilà, c'est l'espace normalement, l'espace à t égale 0, il est représenté encore une fois par une ligne, mais il faut imaginer l'espace de dimension 3. Eh bien, je suis un observateur, je vois la Lune, j'ai le Soleil aussi, donc chaque objet dans l'univers suit sa ligne d'univers dans ce diagramme d'espace-temps, la Lune ici. Donc, à t égale 0, la Lune elle est là, et le Soleil il est là. Et moi je ne les vois pas du tout. Je ne les vois pas du tout à cette position-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi ce que je vois, c'est l'information qui m'arrive par la lumière, par les photons, qui sont émis par le Soleil, qui se réfléchit sur la Lune. Et ces photons, ils voyagent à une vitesse finie, qui est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Et donc, dans ce diagramme d'espace-temps, les photons, en fait, ils sont décrits par des lignes d'univers aussi, ce sont des particules. Donc, je les décris par des lignes d'univers. Je les ai représentées en vert ici. Et voilà, ils se propagent à la vitesse de lumière pour m'atteindre. Et donc, ça veut dire qu'en fait, au moment où je vois le Soleil ici, c'est-à-dire que j'ai un photon émis par le Soleil qui atteint mon œil, eh bien, en fait, ce photon, il a été émis il y a 8 minutes. Parce que le Soleil, il est à une unité astronomique de nous, 150 millions de kilomètres, et à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, et bien, il faut à peu près 8 minutes à un photon pour venir de la surface du Soleil jusqu'à notre œil. Donc, en fait, dans le diagramme d'espace-temps, le Soleil, on ne le voit pas là, mais on le voit là. Et pour la Lune, par contre, la Lune, elle est beaucoup plus proche de nous, donc il faut à peu près 1 seconde à la lumière de la Lune. Donc, quand vous regardez la Lune, en fait, vous ne la voyez pas exactement telle qu'elle est tout de suite, vous la voyez telle qu'elle était il y a 1 seconde. Même que le Soleil peut très avoir disparu, il faudra attendre 8 minutes avant de le savoir, voilà. Et donc, ces trajectoires des photons, en fait, c'est ce qui nous donne la région accessible par nos sens, par notre œil, la région d'espace-temps à laquelle on peut accéder. Et on voit que cette région, elle forme un cône. En fait, je dis un cône parce que ici, dans ce diagramme réduit à 2 dimensions, c'est simplement 2 droites. Mais vous imaginez, si vous restaurez les dimensions spatiales qui manquent ici, en fait, vous allez avoir la structure d'un cône. Comme ça. Et ce cône, on l'appelle le cône de lumière, et c'est le cône le long duquel voyagent les photons dans le diagramme d'espace-temps. Donc en fait, même dans ce cadre newtonien, bien avant la relativité, on peut se dire que finalement, on commence à voir poindre une forme de mélange de temps et de l'espace, deux notions qui nous semblent tellement différentes de par nos sens. Là, on peut se dire, ouais, vous amusez avec un petit jeu mathématique de mettre un axe du temps, l'espace ici en bas, et vous appelez ça l'espace-temps, ok, vous avez le droit, mais bon. Et là, déjà, on commence à voir qu'en fait, ce qu'on perçoit, même par nos sens, en tant que physicien, eh bien, c'est un peu un mélange de temps et d'espace, parce qu'en fait, on voit des choses sur le cône de lumière, comme ça, donc des choses qui sont dans le passé, finalement. Donc ça, c'est la physique newtonienne. Voilà, maintenant, j'en arrive vraiment à la vraie notion d'espace-temps relativiste. Donc, comme je le disais tout à l'heure, à la fin du 19e siècle, du fait qu'on avait des propagations de signaux électriques sur des distances relativement grandes, entre Paris et Berlin notamment, eh bien les gens commençaient, les physiciens, mathématiciens comme Poincaré, commençaient à se poser des questions, et notamment ils réfléchissaient sur la simultanéité. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, est-ce que ces deux événements-là sont simultanés pour cet observateur, ils ont lieu au même instant, mais comme on ne peut pas les voir à cet instant-là, est-ce qu'on peut vraiment dire que deux événements, par exemple, s'il y avait une explosion sur la Lune et une explosion sur le Soleil, est-ce qu'elles font bien lieu en même temps pour moi ou pas? On voit que dans ce genre de diagramme, c'est pas très clair, on n'a pas de moyens opérationnels pour savoir ça exactement. Donc il y avait ce genre de questions, je ne vais pas entrer dans les détails ici ce soir. Et ces questions, beaucoup de gens pensaient, il y a Lorentz aussi, que je n'ai pas mentionné ici, mais qui est un personnage important dans cette histoire. Tout ça, ça aboutit en 1905 à l'élaboration de la théorie de la relativité, la fameuse théorie d'Einstein, tout d'abord sous la forme restreinte,
c'est restreint, en fait, on peut dire l'électromagnétisme, c'est-à-dire que ça c'est le titre de l'article d'Einstein, l'électrodynamique des corps en mouvement. Einstein a élaboré en 1905 sa théorie hors du cadre de l'espace-temps. C'est-à-dire pour lui, il n'avait pas encore intégré cette histoire de mélange d'espace-temps, donc il a fait une théorie. Si vous regardez l'article historique de 1905, il n'y a pas le mot espace-temps dedans, on ne mélange pas le temps et l'espace, même s'il y a différents temps pour différents observateurs, on ne fait pas des diagrammes comme ça. C'est Poincaré, la même année en fait, qui a introduit des concepts quadridimensionnels, qui a commencé à avoir des formules où apparaissait le temps un peu sur le même plan que l'espace, comme une quatrième coordonnée. Mais la personne qui a vraiment introduit l'espace-temps comme un objet physique et vraiment comme l'objet naturel pour la théorie de la relativité, c'est Hermann Minkowski. Et on peut citer l'introduction de son article de 1908, l'espace indépendant du temps, qu'on percevait jusqu'alors, le temps indépendant de l'espace, ne sont plus que des ombres vaines. Une sorte d'union des deux doit seule subsister encore. Donc là, lui, il n'hésite pas, il mélange vraiment. Et en quelque sorte, il a l'air de dire que finalement l'espace, c'est un peu une illusion. On le perçoit vraiment différemment du temps. C'est une illusion, c'est une ombre vaine. En fait, c'est seul le mélange des deux qui a une réalité physique. Alors, ça a beaucoup servi à Einstein, par contre, pour la relativité générale. Donc, je dis que pour la relativité restreinte de 1905, donc il n'a pas utilisé ce concept d'espace-temps. Par contre, le fait que Minkowski l'a introduit en 1908, eh bien, ça lui a beaucoup servi pour bâtir la théorie de la relativité générale. Alors, cette théorie-là, elle diffère de la relativité restreinte parce qu'elle incorpore la gravitation. Donc, la relativité restreinte de 1905, ça décrit uniquement l'interaction électromagnétique, des équations de Maxwell, par exemple, mais ça ne décrit pas du tout l'interaction gravitationnelle. Donc, on ne peut pas faire, par exemple, d'astrophysique avec dans l'univers, l'interaction dominante, et de loin, c'est l'interaction gravitationnelle. C'est seulement à partir de 1915, avec la relativité générale, qu'on a pu avoir une description relativiste de la gravitation. Et, vous en avez sûrement entendu parler d'ailleurs, puisque c'est l'année du centenaire, il y a beaucoup de manifestations cette année. C'était même en novembre 1915 que Einstein a soumis ses articles sur la relativité générale, donc ça fait pile 100 ans, à quelques jours près, aujourd'hui, que la relativité générale est née. Ça, c'est l'équation fondamentale de la relativité générale, je ne vais pas l'écrire dans le texte, qu'on appelle l'équation d'Einstein, qui relie la courbure de l'espace-temps ici dans le membre de gauche au contenu en matière dans le membre de droite. Donc, en fait, ce qui est nouveau dans cette théorie, il y a beaucoup de choses nouvelles, mais une chose nouvelle, c'est qu'on ne parle plus de force de gravitation, mais on parle de la courbure de l'espace-temps pour décrire la gravitation. Alors, que devient l'espace-temps là-dedans? Donc là, je refais à nouveau un diagramme d'espace-temps à deux dimensions. Cette fois-ci, j'ai plus vraiment mis de coordonnées. On peut imaginer que c'est grosso modo le temps vers le haut et l'espace vers le bas. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a plus de temps absolu. Donc si vous pensez à la figure qu'il y avait pour l'espace-temps newtonien ici, il y avait cette vibration par le temps absolu en bleu ici. Ça a complètement disparu en théorie de la relativité restreinte, ou générale, peu importe. Sur la relativité, on va dire tout court. Ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment un temps unique. Et en fait, chaque observateur a son propre temps. Donc par exemple, j'ai deux observateurs ici, vous voyez, ils sont au même point de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'ils sont à un moment donné, et puis ils empruntent des chemins différents, et ils se rejoignent à nouveau à ce point-là. Donc ça veut dire, lui, il fait comme ça, c'est sa ligne d'univers, et lui, il fait comme ça. Ils ont chacun une horloge, et ils décident de synchroniser leurs horloges, vous voyez, elles sont toutes les deux à 1 heure ici, avant de se séparer. Et puis bon, lui, il peut lire son horloge, ça évolue. Et quand ils se rencontrent à nouveau, ils peuvent à nouveau comparer leurs horloges. Et aux surprises pour un observateur newtonien, eh bien, les horloges diffèrent. Donc, par exemple, pour lui, il est 5 heures au bout du voyage, alors pour lui, il n'est que 3 heures. Donc, pour lui, il s'est écoulé 2 heures, et pour lui, il s'est écoulé en fait 4 heures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. Ça a été formalisé par Langevin, notamment, en disant que si on a deux jumeaux ici, on prend un qui vieillit beaucoup plus vite que l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est typique d'un mouvement dans l'espace-temps. En fait, le temps, il n'y a pas de contradiction là-dedans. On pourrait se dire, ah ben c'est bizarre, il y a une contradiction, c'est pas possible, cette théorie est intenable. Non, non, il n'y a pas de contradiction, ça ne viole aucune loi physique, finalement. Il y en a un, ici, celui-là, il a vieilli un peu moins vite que l'autre. Il y aurait une contradiction si, par exemple, c'était la même personne. Elle ne peut pas à la fois vieillir vite et pas vite, elle soit vieillir vite et pas vite. Donc ce mot paradoxe, il faudrait le prendre un peu avec des guillemets. Donc le temps est relatif. Dans la théorie de la relativité, on pourrait penser en premier lieu, c'est quelque chose qui est lié au temps, en premier lieu, c'est le temps qui est relatif. Alors, il y a quand même une structure absolue, tout n'est pas relatif, parce
On dit, ah ben, depuis Einstein, tout est relatif. Non, non, il y a quand même des fondamentaux, des choses rigides, des choses qu'on ne peut pas bouger. Et dans la théorie de la relativité, ce sont les codes de lumière, les trajectoires des photons. Elles sont dépendantes des observateurs. Donc là, tout à l'heure, j'avais représenté le code de lumière passé, si vous vous souvenez. Donc c'est ça, mais il y a aussi le code de lumière futur qui représente en fait les directions des photons que j'émets quand je suis à ce point-là, si j'émets de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc ça forme un cône complet. Et ça, c'est ce qu'on appelle la nappe du futur et ça, la nappe du passé. Et bien ça, c'est les structures fondamentales en fait qui restent en relativité. La description mathématique, pour ceux qui s'intéressent, pour la relativité restreinte qui décrit que l'électromagnétisme, c'est un nouveau R4, mais cette fois-ci on n'a plus la décomposition en produit cartésien R3, R3, c'est vraiment un R4 en tant qu'espace affine. Pour la relativité générale, c'est aussi un espace de dimension 4, mais plus compliqué qu'un espace affine, ce qu'on appelle une variété différentielle. Voilà, c'est un espace court, si vous voulez, comme par exemple une sphère. Alors, ce phénomène de disparition du temps absolu, on rencontre ici, comme j'ai montré tout à l'heure, quand on a les jumeaux, par exemple, qui ne vieillissent pas à la même vitesse. Une autre manifestation de ça, on pourrait dire, ah oui, mais ça c'est lié au mouvement. C'est lié au mouvement des jumeaux, il y en a qui bougent vite, etc. Mais en fait, en relativité, il n'y a pas que le mouvement qui provoque ce phénomène de dilatation temporelle. Il y a aussi le champ de gravitation. Si par exemple on a un des observateurs qui est proche d'un corps massif, alors le corps massif ici, je représente en jaune, vous pouvez imaginer par exemple c'est la Terre ou le Soleil. Je vous ai dit qu'une particule, ça suivait une ligne d'univers. Par contre, un corps étendu, lui, il va suivre ce qu'on appelle un tube d'univers, puisqu'il y a une certaine extension spatiale à un instant donné, vous voyez, c'est ici. Donc quand on le représente dans un diagramme d'espace-temps, ça forme un tube. Ici, ça fait juste un rectangle sur ma représentation à 2 dimensions. Vous imaginez, s'il est sphérique, bien ça ferait donc un tube. Donc là, j'ai un corps massif. Là, j'ai un observateur qui est statique par rapport à ce corps massif, c'est-à-dire qu'il reste toujours à la même distance. Donc sa ligne d'univers, c'est une droite, comme ça. Et là, j'ai un autre observateur qui est plus loin, et il est aussi fixe par rapport à ce corps-là, c'est-à-dire qu'il reste à la même distance. Donc les deux observateurs ne sont pas en mouvement relatif. Vous voyez que la distance entre les deux est la même à chaque instant. Alors, on peut faire toujours l'expérience de pensée suivante, c'est-à-dire que chacun transporte une horloge, et chacun lit l'heure, et chacun peut aussi communiquer avec l'autre, par exemple émettre un signal radio, pour dire, oh, putain, chez moi il est 1h. Donc là il émet un signal, donc c'est des photons qui transportent le signal radio, le signal arrive ici. Et l'autre dit, tiens, il m'a dit qu'il était 1h, je vais synchroniser mon horloge sur la sienne, je vais dire que pour moi aussi il est 1h. Paf, je mets mon horloge à 1h. Puis lui, au bout d'une heure, il renvoie un signal en disant, coucou, pour moi il est 2h. Le signal lui arrive là, paf, il arrive là. Ah, et là, bizarre, pour moi il s'est écoulé 4 heures, pour moi il est 5 heures, alors pour lui il était 2 heures. Donc on a un phénomène de dilatation temporelle à nouveau, alors qu'on n'a pas de mouvement relatif des deux observateurs. C'est ce qu'on appelle le décalage spectral gravitationnel, ou effet Einstein. Donc si j'appelle la durée entre les deux événements ici, delta TA, et ici delta TB, en fait le rapport de ces deux durées, on peut l'exprimer par une petite formule mathématique, ici qui intervenir une racine carrée. RA, c'est la position ici de l'observateur en A. Là, je suppose que B est très loin, qu'à l'infini, je suis dans un contexte astrophysique, disons. Et bien à ce moment-là, c'est donné par ça. Et pour des corps peu relativistes, si c'est vraiment la Terre ou le Soleil, si c'est pas un trou noir ici, je peux faire ce qu'on appelle en mathématiques un développement limité de cette formule pour avoir une formule plus simple. Et on voit que le rapport, c'est 1. Il y a ce terme-là, terme correctif. C'est-à-dire que dans la physique newtonienne, ça devrait être exactement 1. Si s'écoule 1 heure ici, il doit s'écouler 1 heure là. Il n'y a pas de raison que ça bouge. Et là, il y a une correction qui dépend des constantes de la physique, c'est la constante de gravitation ou constante de Newton, qui décrit la force de gravitation en théorie newtonienne. M, c'est la masse de l'objet, ici, la masse de mon corps central. C, c'est la vitesse de la lumière. Vous verrez partout dans mon exposé. Petit c, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est-à-dire 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est les constantes physiques. Et RA, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est la position ici de l'observateur A. Donc on a cette petite formule. Alors, cette formule, en fait, elle fait apparaître une quantité qui est fondamentale pour la relativité générale, qui est le paramètre de compacité. En fait, c'est le paramètre qui mesure, si vous voulez, le degré de relativité d'un objet. Ça vous dit si vous êtes dans une situation newtonienne, quasi-newtonienne, ou dans une situation extrêmement relativiste. C'est ce nombre-là qu'on a vu apparaître cette formule, c'est ce terme correctif ici, GMC2R, c'est un terme sans dimension. Oui, je dis ça 1 ici. Ce terme sans dimension, donc si je prends pour R le rayon de l'objet, M la masse de l'objet,
Donc j'ai un nombre sans dimension qu'on appelle la compacité. On peut même avoir une interprétation physique assez simple de ça. C'est le rapport de la vitesse de libération depuis la surface de l'objet. Par exemple, vous savez que si vous voulez vous échapper de la Terre, il faut donner à une fusée une vitesse d'à peu près 11 km par seconde pour s'échapper du champ gravitationnel de la Terre. Donc si vous faites le rapport de cette vitesse à la vitesse de la lumière, vous élevez au carré, prenez la moitié, vous avez ce facteur de compacité. Alors j'insiste sur quelque chose qui est évident quand on regarde les formules, mais que souvent les gens oublient. Par exemple, des fois on dit, pour ça, des fois on entend des gens qui disent un trou noir c'est un objet extrêmement dense, par exemple, une densité infinie. Ça c'est complètement faux. Parce que vous voyez que la compacité, qui est le paramètre qui va mesurer le degré de relativité, donc un trou noir, ça va être un objet extrêmement compact, extrêmement relativiste, eh bien c'est formé par le rapport de la masse de l'objet divisé par son rayon. Alors que la densité, une densité c'est une masse par unité de volume, donc si j'ai un objet sphérique, son volume c'est 4 tiers de pi r cube, donc la densité ρ, c'est la masse divisée par le cube du rayon. Donc vous voyez que ça ne se comporte pas du tout de la même manière. Enfin, il y a la masse au numérateur, mais dans un cas il y a juste le rayon, dans l'autre cas il y a le cube du rayon. Donc pour le physicien, ce sont deux quantités complètement différentes. Et d'ailleurs, on peut le voir ça dans un tableau où j'ai porté ici pour des objets familiers, une particule élémentaire, un proton, une planète, la Terre, une étoile, le Soleil, une étoile avancée, une étoile compacte, une naine blanche, une étoile neutron et un trou noir. J'ai porté donc ces deux quantités, la densité et la compacité. Et vous voyez que pour le proton, c'est très dense, c'est ce qu'on appelle la densité nucléaire, un proton de 10 puissance 17 kg par mètre cube. Par contre, c'est très peu compact. Ça veut dire que la relativité générale au niveau du proton ne joue aucun rôle. Il n'y a pas de phénomène de dilatation des temps si vous approchez d'un proton. Voilà. Par contre, au niveau de la Terre, la densité, bon, elle est escalée, 5000 kg par mètre cube. La compacité, quand vous faites l'application numérique, vous mettez la masse de la Terre au rayon de la Terre, vous trouvez 10-10, c'est-à-dire 0,090 et un 1. Donc ça vous donne une idée du degré de relativité de la Terre, de notre environnement. C'est très très peu relativiste. Ça c'est un de milliardième. Ça c'est pas surprenant, parce que effectivement on ne voit pas ces expériences de dilatation des temps dont je parlais tout à l'heure, on ne les constate pas dans la vie courante, ces histoires d'horloge. On va faire un tour, on se rejoint, et puis pour moi il s'est coulé 1 heure, pour toi 3 heures. Non, dans la vie courante ça n'arrive pas. C'est parce qu'on est dans des champs gravitationnels très faibles, et les effets ils sont petits, mais néanmoins mesurables, on y reviendra tout à l'heure. Pour le Soleil, c'est pas évident, il est moins dense que la Terre. Par exemple, le Soleil, sa densité moyenne, c'est 1000 kg par mètre cube. Par contre, il est beaucoup plus compact que la Terre. Il est 10 000 fois plus compact. Néanmoins, ça reste tout petit. Effectivement, au voisinage du Soleil, les effets de relativité générale sont peu importants, mais néanmoins, il y en a certains, comme l'avance du périhélio Mercure, par exemple. Par contre, pour une étoile comme une naine blanche, eh bien, la compacité commence à devenir importante. Pour une étoile à neutrons, elle est presque d'ordre 1, et pour un trou noir, elle est aussi d'ordre légèrement plus compact qu'une étoile à neutrons. Je vais revenir sur le trou noir tout à l'heure. Donc juste, j'insiste, mais sur le fait que ce qui est important pour la relativité, c'est la compacité, c'est pas la densité. Alors, pour cette histoire de référence dans le temps, je vous dis, effectivement, dans la vie courante, on n'a pas cette impression que les horloges dépendent des trajets suivis ou de la proximité des corps massifs. Donc en théorie newtonienne, évidemment, il y a un temps absolu unique, donc ça ne dépend pas de l'observateur. En relativité générale, ça dépend de l'observateur et de sa position. Alors, ça c'est quelque chose qu'on a vérifié, maintenant je vais parler un peu plus des vérifications expérimentales. Par exemple, il y a eu plusieurs expériences, il y en a eu dans les années 60, mais en 71, on commençait à avoir des bonnes horloges, à savoir des horloges atomiques, et on en a mis dans des avions. Là, vous avez ici une photo prise dans un avion envoyé des Hugo. C'est un avion de ligne parce que les physiciens ne pas assez d'argent pour se payer des avions dédiés à l'expérience, donc ils ont utilisé des avions de ligne. Ils ont même payé, je crois, les places des passagers. Simplement, en place des passagers, ils ont mis des horloges atomiques. Si vous voyez, ça c'est une horloge atomique, ça c'est une hôtesse de l'air. Là, c'est deux physiciens. Et donc elle regarde un peu, c'est vrai qu'elle n'est pas habituée à avoir des horloges atomiques dans son avion. Et donc ils ont fait, avec ces avions, en faisant des escales, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas faire le tour du monde en un seul vol, ils ont volé à 9 km d'altitude, c'est-à-dire que les horloges atomiques, elles se sont éloignées un peu du centre de la Terre, et on les a comparées avec des horloges atomiques qui étaient restées au sol, de même fabrication, les mêmes horloges atomiques évidemment, pour comparer les choses comparables. Eh bien, l'horloge qui s'est éloignée, bon, à l'altitude d'un avion, c'est pas très loin, à 9 km, mais néanmoins, comme les horloges atomiques sont très précises, on a pu voir que l'horloge qui s'éloignait, en fait, elle a vieilli plus vite que l'horloge qui est restée au sol, de 0,15 microsecondes. Ça explique pourquoi nos sens ne sont pas sensibles à ça.
c'est de l'ordre de la microseconde. À nouveau, on retrouve ce facteur 10-10 au voisinage de la Terre. Mais l'effet est là, il a été bel et bien mesuré. Donc la conclusion, c'est que tout ce que je vous raconte là sur l'espace-temps et la dilatation des temps, c'est la réalité, c'est pas de la science-fiction, l'expérience. Et aujourd'hui, on fait beaucoup mieux que ça. Aujourd'hui, en laboratoire, on n'a même plus besoin d'avion. On a des horloges atomiques qui sont tellement plus précises par rapport aux horloges atomiques des années 70. On a notamment des horloges atomiques qui fonctionnent dans le domaine optique. Et avec elles, on voit ce phénomène de dilatation temporelle dès qu'on déplace un peu l'horloge, même d'une hauteur de 30 cm. On la soulève de 30 cm par rapport à une autre, paf, on voit le décalage temporel sur les fréquences d'horloge. Donc c'est quelque chose qui est vérifié tous les jours en laboratoire. Phénomène. Et c'est même vérifié dans la vie courante, vous n'êtes peut-être pas conscient, mais quand vous utilisez le GPS, donc ça c'est quand même quelque chose de la vie courante, concrète, pour vous positionner à la surface de la Terre, eh bien, comment ça marche le GPS? Le GPS, vous avez des satellites, une constellation de satellites en orbite, chacun transporte une horloge atomique, pour avoir un temps précis, et en fait, il envoie un signal à votre récepteur en disant, moi, satellite numéro temps, j'envoie mon signal à telle heure, et ma position est de temps. Et lui, il fait la même chose, et quand on reçoit comme ça des signaux d'au moins 4 satellites, en recoupant ces signaux-là, eh bien, on peut avoir notre position, nous, ici, sur Terre. Mais si on fait ce calcul de positionnement, ici, en prenant en compte le temps absolu de Newton, suppose qu'on ne connaît pas la relativité générale, eh bien, en fait, on ferait une erreur de positionnement. Sur le temps, ici, émis par cette liste, c'est pas beaucoup, à nouveau, c'est des microsecondes, mais quand on traduit ça en termes de positionnement relatif, eh bien, en fait, ça ferait une erreur. En une journée, on aurait une dérive du système GPS de 28 km si on n'appliquait pas la correction de la relativité générale. C'est-à-dire si on ne tenait pas en compte du fait qu'en fait, ces satellites sont beaucoup plus loin de la Terre que nous, donc ils sont dans une région différente du champ gravitationnel. Il y a cet effet de courbure de l'espace-temps qui fait que le temps ne s'écoule pas tout à fait de la même manière là que là. Et vous voyez que ce 28 km de dérive en un jour, tout de suite, le système GPS il est inopérant, complètement, c'est pas admissible. Donc l'algorithme GPS que vous avez dans votre téléphone portable, eh bien, il incorpore en fait cette correction de la relativité générale. Donc il n'y a pas de doute, l'effet est bien là, même s'il chiffre en microsecondes. Il y a un autre effet important de la relativité générale, c'est la déviation des rayons lumineux, qui fait que quand on passe au voisinage d'un corps massif, ici vous avez une étoile, donc là c'est pas un diagramme d'espace-temps, c'est un diagramme d'espace seulement, en quelque sorte. Là j'ai un observateur, et bien au lieu d'aller en ligne droite, et bien les rayons lumineux suivent une trajectoire courbe. Donc l'observateur, en fait, lui, il reçoit le rayon lumineux ici, donc il croit voir l'étoile ici, elle est dans telle direction, alors qu'en fait elle est là. Donc ça c'est une des premières prédictions de la relativité générale qui a été vérifiée lors d'une éclipse de soleil, parce qu'évidemment en plein jour, quand il y a le soleil là, vous ne pouvez pas voir des étoiles tout près. Et si vous avez la chance d'avoir une éclicse, donc du coup le ciel devient noir, vous voyez les étoiles autour. Et en 1919, ça a été vérifié des éclipses de soleil observées notamment par l'astronome britannique Arthur Eddington. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit couramment en astronomie sous la forme de mirage gravitationnel. On a ici un amas de galaxies qui joue le rôle du corps massif ici. Là, on a une galaxie en arrière-plan, et cette galaxie, on a plein de rayons lumineux qui en viennent par-dessous de l'amas. Vous voyez, un bout de galaxie là, un bout de galaxie là. Donc l'image est complètement distordue. La galaxie en elle-même, elle se porte bien, elle n'est pas complètement étirée comme ça. C'est simplement l'image qu'on en a, nous. Voilà. On peut même, c'est très intéressant ce genre d'image parce que ça permet de remonter à la masse de l'amas ici. On peut faire beaucoup de choses avec ces mirages gravitationnels. Donc ça, c'est aussi un exemple où la relativité générale est très bien vérifiée aujourd'hui. Donc j'en viens au trou noir. Regardement, phénomène d'utilisation du temps. Donc les trous noirs. Donc après cette introduction un peu longue, mais souvent quand on parle de trous noirs, on ne parle pas beaucoup d'espace-temps relativiste, et c'est quand même des objets d'espace-temps relativiste, c'est pour ça que je tenais à passer une bonne partie de l'exposé à parler de l'espace-temps. Donc le trou noir, on peut le définir comme une région de l'espace-temps d'où rien ne s'échappe, c'est la définition première du trou noir. Et donc il y a une frontière entre l'intérieur et l'extérieur du trou noir, cette frontière, ce qu'on appelle l'horizon des événements. Alors, voici, dans un diagramme d'espace-temps, où cette fois-ci j'ai restauré une dimension d'espace, donc il y a deux dimensions d'espace. Voici à quoi ressemble un trou noir même en train de se former. Ici, vous avez ce qu'on appelle un effondrement gravitationnel, c'est-à-dire c'est une étoile qui s'effondre sur elle-même, et ici, à un moment donné, apparaît l'horizon des événements avec une singularité au centre. Et donc, vous voyez que les photons, par exemple, qui sont émis à l'intérieur de cette région-là, eh bien, ne parviennent pas à s'échapper. Celui-là, par exemple, qui est émis ici, il parvient à aller à l'infini. Par contre, celui qui est mis juste à côté, là, eh bien, en fait, il va retomber vers la région centrale.
Et donc on a cette zone en grisé ici qui est coupée finalement du reste du monde, c'est ce qu'on appelle la zone de trou noir. Et la singularité, c'est un endroit où la courbure de l'espace-temps diverge. Bon. On peut voir l'horizon, c'est un peu la même nature d'objet qu'un cône de lumière. Simplement, en espace plat, quand on émet ce que j'ai montré tout à l'heure, donc des photons depuis un point, ça va former un cône comme ça. Par contre, quand on a un trou noir, eh bien en fait, ça commence à former un cône, et puis ça fait comme un cône dans l'extension finalement, un cône qui n'arrive pas à grandir en quelque sorte. Donc on a voilà, une aire ici qui n'augmente pas, ici des sections en une aire qui augmente, là l'air reste constant. Mais c'est un peu la même nature, notamment c'est un objet immatériel, c'est-à-dire cet horizon des événements, c'est pas une surface physique, c'est pas comme la surface d'une planète, c'est un objet, c'est comme un cône de lumière, c'est quelque chose d'immatériel, vous pouvez le dessiner dans un diagramme d'espace-temps, mais en fait, si vous le traversez, il ne se passe rien. Donc, pour ce qui est de la singularité que le centre du trou noir, donc comme je disais, c'est un endroit où la courbure de l'espace-temps diverge. Donc en fait, en physique, quand on a quelque chose qui diverge, souvent, c'est pas que ça diverge vraiment dans la nature, simplement ça marque en fait la limite d'applicabilité de la théorie qu'on considère. Hein. Quand on a des infinis, en général, c'est que la théorie n'est plus très bonne. Donc on pense que en fait, la singularité centrale, c'est une limite d'applicabilité de la relativité générale, et que pour aller au-delà, il faudrait une théorie plus fine, qui engloberait la relativité générale dans un certain régime, par exemple ici dans le système solaire ou autour des trous noirs, mais pas au niveau de la singularité. Et cette théorie, on la cherche actuellement, on pense que ce serait sous la forme d'une théorie quantique de la gravitation. Il y a deux pistes essentiellement explorées, la théorie des cordes et la gravité quantique à bout. Comme vous savez peut-être, aucune de ces pistes n'a vraiment abouti à l'heure actuelle, ce sont plutôt des ébauches. Mais bon, ce n'est pas le sujet du séminaire ici. Et en tout cas, cette singularité centrale, quelle qu'elle soit, elle est inaccessible à l'observation puisqu'elle est cachée sous l'horizon des événements, comme on le voit là. Elle est là. Donc, tout ce qui s'y passe, de toute façon, nous, en tant qu'observateurs, en tant qu'astronomes, par exemple, on ne peut pas le voir. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est les phénomènes prononcés de dilatation des temps. Donc, c'est le même diagramme que tout à l'heure, sauf que là, on n'est plus au voisinage de la Terre, mais au voisinage d'un trou noir. Donc, si on a un observateur un peu intrépide qui s'approche du trou noir, mais qui reste à distance constante, comme ça, qui émet... et on va avoir un phénomène de dilatation des temps. C'est-à-dire que le temps écoulé ici va être très bref, alors que là, le temps écoulé peut être très long. À la limite, plus ça s'approche du trou noir, plus cette différence tend vers l'infini, en fait, en théorie. Donc, en fait, ça veut dire que si lui, à un moment donné, il décide vraiment de s'approcher tout près du trou noir, nous, on ne verra jamais franchir l'horizon. C'est-à-dire que même s'il décide, il est vraiment intrépide, supposons qu'il décide de changer sa univers, et hop, je vais faire un trou dans le trou noir, eh bien, nous, on ne le verra pas, parce qu'en fait, on va le voir s'approcher de plus en plus lentement du trou noir. Et puis on va le voir se figer près du trou noir. D'ailleurs, le premier nom de trou noir, c'était dans les années 60, on appelait ça étoile gelée, frozen star, plutôt que trou noir. Le terme trou noir est arrivé, c'est inventé par John Wheeler en 69. Mais étoile gelée, ça résumait un peu cet aspect gelé vu de l'extérieur. Alors que pour l'observateur, lui, qui tombe dans le trou noir, il n'a pas l'impression que le temps ralentit. Il vit son temps, son horloge, elle marche normalement. Il vit à son rythme biologique, c'est-à-dire il peut vivre à peu près une centaine d'années ou un peu moins. Par contre, lui, il va pouvoir s'écouler plusieurs siècles. Ici, on peut attendre des générations qui peuvent se succéder. On ne verra jamais l'observateur tomber dans le trou noir. Alors ça, cet effet qui paraît un peu de la science-fiction, en fait, il est mesuré, alors pas avec des observateurs, on n'a encore envoyé personne faire un trou noir. D'une part, on n'a pas de volontaires, d'autre part, on n'a pas les moyens technologiques de le faire. Je crois qu'on aurait peut-être des volontaires, hein. Mais c'est surtout qu'on n'a pas les moyens technologiques. Mais par contre, on a autre chose, on a des raies spectrales. Donc les raies spectrales, en fait, c'est que souvent autour des trous noirs, il y a un disque d'accrétion, il y a de la matière, et cette matière émet, et on peut mesurer la position des raies spectrales. C'est une raie, peu importe, ça s'appelle alpha, une raie du fer. Il y a très peu de fer, mais il y a suffisamment de fer pour qu'on envoie l'émission. En fait, cette raie, il y a une aile rouge ici, donc on a un décalage très important vers les basses énergies, ce qu'on appelle une aile rouge, c'est en termes d'énergie, spectrale. Donc les basses énergies, en fait, c'est les basses fréquences, donc c'est longue période, et donc ça traduit ce phénomène de dilatation des temps. Plus dans les détails, mais c'est une observation de ce phénomène de dilatation temporelle, d'un facteur ici à peu près 50%, vous voyez, donc c'est un effet vraiment très marqué au voisinage d'un trou noir. Juste, je vais terminer cette partie théorique avant d'arriver vraiment aux observations et au futur, sur les propriétés des trous noirs, peut-être pour asséner un peu des messages, essayer de faire passer des messages que des fois on ne trouve pas dans... Enfin, des fois on trouve un peu
on parle souvent d'ordre, par exemple, d'ordre cosmique, c'est une expression qui arrive souvent chez les journalistes notamment. En fait, non, pas tellement. C'est pas une espèce d'aspirateur ou de monstre cosmique un trou noir. C'est que si on est à une distance respectable, qui est à peu près 3 fois le rayon du trou noir, eh bien, on peut être en orbite autour, et ça se comporte comme un corps gravitationnel ordinaire, comme une planète, comme une étoile. Hein. C'est simplement quand on franchit l'horizon des événements qu'il peut se passer des choses. Mais c'est pas quelque chose qui aspire tout ce qui passe à proximité. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est pas un objet extrêmement dense, hein, c'est un objet extrêmement compact, mais pas dense. Hein. Et alors ça, je ne vais pas y revenir, mais le trou noir central d'une galaxie, il a une densité qui est très faible. Bon. Une preuve que c'est pas très dense, on peut, du moins en théorie, former un trou noir à partir de vide. On n'a pas besoin de matière pour former un trou noir dans une instrument gravitationnel. Il suffit d'avoir ce qu'on appelle des ondes d'espace-temps, ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Ça, on sait faire sur ordinateur, par exemple dans le groupe. Pour faire des calculs, on forme des trous noirs comme ça dans le vide, donc c'est extrêmement peu dense puisque c'est du vide. Ce qui est important dans la théorie des trous noirs, c'est ce qu'on appelle le théorème d'unicité, qui a été démontré dans les années 70, qui dit qu'un trou noir c'est un objet extrêmement simple, qui est écrit par seulement 2 nombres, sa masse et son moment cinétique. Le moment cinétique, ça mesure en quelque sorte l'état de rotation du trou noir. Ça, si vous y réfléchissez, c'est quelque chose d'extrêmement singulier en astrophysique. D'habitude, pour décrire un corps astrophysique, il faut beaucoup plus que 2 nombres. Par exemple, si vous décrivez une planète, vous n'avez pas fini par savoir décrire les montagnes, les nuages, les lacs, etc., sans parler des bonhommes qui vivent dessus. Donc il faut énormément de degrés de liberté. Pour décrire une étoile, il faut sa température, il y a des régularités aussi. Un trou noir, c'est extrêmement simple. 2 nombres suffisent. Donc, ce qui a fait dire à John Wheeler, le même physicien américain qui a inventé le mot trou noir, un trou noir n'a pas de cheveux, c'est une bille extrêmement lisse en quelque sorte. Alors, la masse du trou noir, comme je disais, c'est du vide, aussi ça surprend les gens, souvent ils disent, ah bah oui, mais si on peut le former à partir du vide, il n'y a pas de masse. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de masse. Non, en relativité générale, en gravitation, la masse, c'est la caractéristique d'un champ gravitationnel, c'est quelque chose qui se mesure, par exemple, si on est en orbite autour d'un objet, on peut mesurer sa masse, donc c'est la masse grave, en fait, la masse qui crée le champ gravitationnel. Donc un trou noir, même s'il n'a pas de matière, il a une masse, et de même il a un moment cinétique, donc un état de rotation, qui peut se mesurer avec des gyroscopes. Un physicien saurait mesurer le moment cinétique d'un trou noir. Bon, son rayon, c'est un concept pas bien défini, on parle souvent du rayon du trou noir, il vaut mieux parler de l'aire du trou noir, qui est la surface de l'horizon des événements, enfin l'aire de la surface. Néanmoins, par cette formule, on peut, une fois qu'on connaît l'air, on peut définir un rayon, et on trouve là quelque chose de très compact, justement, c'est-à-dire pour une masse égale à la masse du Soleil, on a un rayon aussi petit que 3 km, justement. Voilà. Alors, avant de parler des observations, j'ai quand même montré des images, des simulations numériques, des images de trous noirs. Alors, quand on dit image de trou noir, c'est préciser une chose, c'est que par définition, le trou noir, on ne peut pas le voir, puisque les photons ne sortent pas du trou noir, donc on n'aura jamais vraiment d'image de trou noir. Par contre, on peut le voir par contraste, en quelque sorte. S'il est sur un fond de matière lumineux ou sur un fond étoilé, il va produire des mirages gravitationnels. Ça, c'est la première image, par exemple, qui avait été calculée à la fin des années 70 par Jean-Pierre Luminet, où on voit un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on devrait voir un peu comme si vous pensez aux anneaux de Saturne, sauf que l'image, elle est plus riche. Il y a des images multiples parce qu'on voit ici une partie du disque par le dessous, c'est-à-dire que le fait que les photons ne suivent pas des lignes droites en relativité générale, ça permet d'avoir des images multiples en fait. Et là, par exemple, on voit le dessous du disque, enfin on ne voit pas très bien sur cette image-là, mais on voit notamment une image multiple. Ça, cet arc-là, c'est un photon qui est parti sous le dessus du disque, qui est passé derrière le trou noir et qui arrive comme ça vers l'observateur, qui arrive par le haut. Donc c'est ce qu'on appelle une image secondaire. Donc là, c'est la fin des années 70. Depuis, on a fait beaucoup mieux. Par exemple, Jean Lamarck, dans les années 90, a fait des très belles images par ordinateur. Donc ce ne sont pas des vues d'artistes peintes au pinceau. Tout ça, c'est calculé suivant les équations de la relativité générale sur un ordinateur. Donc ici, on a un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Et si on s'approche du trou noir, voilà, l'image d'un voyage. Alors, il y a une asymétrie dans cette image. Vous voyez que ce bord-là est beaucoup plus lumineux que ce bord ici. C'est ce qu'on appelle un effet Doppler en physique, c'est-à-dire que le disque d'accrétion tourne autour du trou noir à une vitesse voisine de la vitesse de la lumière. Donc ça est extrêmement chauffé dans ce processus. Donc la partie qui vient vers nous, en fait, est beaucoup plus brillante que la partie qui s'éloigne de nous. Et le trou noir lui-même, il est là, il est noir, rien n'en sort. Là, on passe dans le plan du disque. Là, on est dans le plan du disque, qui cache le trou noir, on s'approche par en dessous. Vous voyez, et là, on voit cette image secondaire,
Là, on approche l'horizon des événements. On a même une image tertiaire qui se dessine. Voilà, on approche et en fait, normalement, là, on tombe dans le trou noir. Une autre sorte d'image, ça c'est une image d'un trou noir qui est très connu, par exemple, elle illustre l'article Wikipédia sur les trous noirs notamment. Là c'est différent, on n'a pas besoin d'un disque d'accrétion pour utiliser les trous noirs, mais simplement d'un fond étoilé. Donc c'est une image qui a été calculée par Alain Riazello à l'Institut d'astrophysique de Paris, donc aussi à partir des équations de la relativité générale. Et il a considéré en fait une portion du ciel de l'hémisphère sud, qui est ici avec le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan. Là c'est Alpha et Beta du Centaure, là c'est Sirius, là c'est Canopus. Et il a imaginé, voyons, qu'est-ce qui se passe si je mettais un trou noir ici devant? Eh bien j'obtiendrai cette image-là. Donc là on voit apparaître des distorsions très grandes. Si vous pensez à l'image du mirage gravitationnel que j'ai montré tout à l'heure d'une galaxie, ça c'est l'image, la distorsion gravitationnelle de l'image du grand nuage de Magellan. On a une image secondaire de la Voie lactée ici, ça c'est toute la Voie lactée qui était là, en fait on a une image secondaire. Et puis on a un dédoublement des images de certaines étoiles. Voilà. Donc là on peut après reconstituer comme ça avec des cercles les images. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses sur cette image. On peut s'amuser à faire des choses, mettre un trou noir, c'est quelque chose qui a été fait dans notre équipe à l'observatoire par Thibaut Commun-Rolésia, de mettre un trou noir de la masse de la Terre. Donc on se dit la masse de la Terre c'est quand même assez massif. Par contre c'est tout petit, comme c'est très compact, ça fait que 1 cm, donc on pourrait l'avoir dans sa poche si on veut. Et on le lance en l'air, on se place à 5 mètres, et on regarde la tour Eiffel, on aurait une image secondaire de la tour Eiffel. Pour faire joli. On peut aussi penser, si vous avez en tête le film Interstellar, qui est sorti l'année dernière, où il y avait de très belles images de trous noirs. C'est une petite parenthèse sur l'image des trous noirs au cinéma. Bien avant Interstellar, il y avait le trou noir, dans la fin des années 70, par Walt Disney. Là, l'image était complètement grossière, c'est une espèce de tourbillon, ça correspondait pas. Il n'y a absolument aucune physique là-dedans. Dans le film Interstellar de Christopher Nolan, il a fait appel à l'équipe de physiciens, notamment il a fait appel à Kip Thorne, c'est même Kip Thorne qui a fait une partie du scénario, qui est un physicien américain spécialisé trous noirs. Et donc là, ils ont fait des calculs, un peu comme Alain Riazello ou Jean Lamarck, en intégrant les équations des géodésiques en espace-temps courbe, et pour produire ces belles images. Bon, tous les effets sont là au niveau mirage gravitationnel, notamment les images secondaires. Par contre, Christopher Nolan a sciemment gommé un effet qui est l'effet Doppler, pour avoir une image symétrique, ça ne faisait pas l'image asymétrique. Voilà la vraie image calculée par exemple par Jean Lamarck, où on a ce côté brillant que je montrais tout à l'heure. Christopher Nolan, il ne voulait pas de ça. Bon, c'est son choix en tant qu'artiste. Donc l'image n'est pas complètement exacte non plus. Voilà, c'est juste pour ça. Mais il y a quand même beaucoup de physique dedans. Bon, il y a aussi un trou de verre, mais là je ne vais pas en parler. J'y reviendrai s'il y a des questions dessus dans Interstellar. C'est quelque chose de différent d'un trou noir. Je vais arriver aux observations, parce que c'est quand même intéressant. Pour l'instant, j'ai plutôt raconté des choses théoriques. Les observations. Alors, il y a 2 catégories de trous noirs aujourd'hui qu'on connaît dans notre univers. Les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Les trous noirs stellaires sont des restes d'étoiles. Bon, il y a Sinus X5, un prototype à peu près. C'est des étoiles massives qui sont explosées en supernova, donc elles ont des masses typiques des étoiles massives. Le reste, beaucoup de la masse a été éjectée, mais il en reste quand même pas mal, 15 masses solaires. Par contre, les trous noirs supermassifs, comme leur nom l'indique, sont beaucoup plus massifs, sont plutôt dans l'ordre du million de masses solaires. Et je vais en montrer tout à l'heure. Alors, on voit les trous noirs par ces disques d'accrétion. Donc, en fait, c'est même un peu paradoxal. On veut dire, le trou noir, en tant qu'astronome, c'est même pas la peine d'essayer de les observer. En fait, s'il y a de la matière autour, ils vont être très brillants. On peut même montrer que le phénomène d'accrétion de matière par un trou noir libère une partie très importante de l'énergie de masse, beaucoup plus efficacement que la réaction thermonucléaire. Si vous pensez à la fameuse formule E égale MC2, pour avoir beaucoup d'énergie qu'on emploie dans cette formule, on l'emploie de manière pacifique dans nos centrales électriques ou de manière plus destructrice dans les bombes atomiques. Elle est aussi à l'œuvre, cette énergie nucléaire, au cœur du Soleil, c'est ce qui fait briller le Soleil. Eh bien, c'est quand même quelque chose qui est très peu efficace, finalement, cette réaction nucléaire. On libère comme ça que 1% du MC carré. Donc il reste encore beaucoup d'énergie dans la masse. Eh bien, si vous voulez libérer plus, eh bien, la solution, c'est le trou noir. Avec le trou noir, vous pouvez aller, je fais de la publicité, de la recherche pour les trous noirs, vous pouvez aller jusqu'à 42% de l'énergie de masse. C'est remarquable, c'est presque tout le MC carré par l'accrétion autour de la matière. Donc c'est pour ça que quand on a des objets très lumineux dans l'univers, par exemple les quasars, eh bien, on peut les expliquer dans les tactons de nucléisance que par l'existence d'un trou noir massif au cœur du quasar. Par les réactions nucléaires, ça ne suffit pas du tout à expliquer le quasar. Donc voilà des images d'ailleurs de quasars.
pour illustrer ça. Ou quand vous avez des phénomènes très énergétiques, ce qu'on appelle noyau actif de galaxie, comme le noyau de la galaxie Messier 87, au cœur de la Malle de la Vierge, il y a un jet ici avec vitesse proche de la vitesse de la lumière, ça ne s'explique que par un trou noir au centre. Les réactions nucléaires ne suffisent pas à expliquer ça. Donc ça, c'est les trous noirs stellaires qu'on voit dans notre galaxie. Bon, je vais passer. Le trou noir le plus intéressant aujourd'hui, c'est Sagittarius à étoile, au cœur de notre galaxie. Donc, dans la constellation du Sagittaire. Là, il y a un trou noir de 4 millions de masses solaires qu'on connaît bien par des orbites des étoiles autour. On connaît bien, notamment, on connaît sa masse. Et, donc, on a un objet sombre. Et c'est le trou noir le plus étudié aujourd'hui. Il y en a d'autres dans d'autres galaxies. En fait, toutes les galaxies importantes ont un trou noir en centre, la galaxie Andromède, les galaxies. Voilà, je vais arriver, parce qu'on arrive presque au bout de l'heure. Donc j'arrive sur cette nouvelle ère observationnelle. Donc vous voyez tout de suite ce qu'on sait des trous noirs finalement. On connaît leur masse, on a des candidats trous noirs, mais dans l'état actuel de nos connaissances, ça pourrait être des objets plus exotiques encore que les trous noirs. On n'a pas encore vu les images que je vous ai montrées tout à l'heure, que ce soit bien clair, les images d'Amérique Zolo et de Jean Lamar, ce sont des images calculées sur ordinateur, ou les images de Christopher Nolan, ce ne sont pas des vraies images prises avec des télescopes. C'est ça qu'on aimerait bien voir. Eh bien, on y arrive petit à petit. J'ai longtemps cru que ce serait de la science-fiction, qu'il faudrait attendre plusieurs siècles pour voir ça. Ben non, en fait, on y arrive. Alors, déjà, on peut se poser la question, voyons, maintenant qu'on connaît pas mal de candidats trous noirs dans l'univers, celui du centre de la galaxie, dans Sinus X1, etc., quel est le plus gros trou noir que je pourrais espérer voir, moi, ici, observateur sur Terre? On peut faire le petit calcul. Si on connaît la distance du trou noir, si on connaît, on sait qu'en général, ce qu'on connaît bien dans les trous noirs, ce sont leurs masses, et le rayon est directement proportionnel à la masse, ça fait 3 km pour une masse solaire, et donc pour 1 million de masses solaires, ça fait 1 million de fois plus. Donc on peut calculer, et on s'aperçoit que le trou noir le plus gros, qu'on peut voir, le plus gros, en extension angulaire qu'on peut voir en tant qu'astronome ici sur Terre, c'est Sagittarius à étoile, le trou noir au cœur de notre galaxie. C'est pas le plus proche, mais c'est le plus gros. Mais quand je dis plus gros, c'est quand même tout petit. Sa taille angulaire, ici, la taille, ce qu'on aimerait bien voir, la photo qu'on aimerait bien prendre, c'est ça, avec notre télescope. Donc la taille de l'horizon, ici la taille par l'horizon, eh bien, ça fait 53 microsecondes d'arc. Donc si je pense qu'il y a pas mal d'astronomes amateurs dans la salle, vous voyez que c'est petit, hein, la microseconde d'arc. On ne parle même pas de la seconde d'arc, on est à la niveau de la microseconde d'arc. Ensuite, les deux trous noirs le plus gros, il y a celui que je montrais tout à l'heure avec le jet relativiste, là, au cœur de la Malle de la Vierge, M87. Là, le trou noir, il est beaucoup plus massif, il fait plusieurs milliards de masses solaires, mais par contre, il est beaucoup plus loin. Donc, il est plus gros, mais plus loin. Donc, en taille apparente, il est un peu plus petit, il fait la moitié à peu près. Et au cœur de la galaxie d'Andromède, il y a aussi un trou noir qui est à peu près cette taille-là. Donc, ce sont nos cibles privilégiées pour observer les trous noirs. Donc, la remarque, si vous n'êtes pas astronome amateur, juste pour vous dire, si vous essayez d'observer ça, vous avez entendu parler du télescope spatial Hubble, c'est notre super télescope, on va pointer dessus, aucune chance. La résolution du télescope spatial Hubble, c'est 100 000 microsecondes d'arc. En dessous de 100 000 microsecondes d'arc, c'est-à-dire 1/10 de microseconde d'arc, Hubble voit rien. Enfin, n'arrivera pas à voir ça. Donc c'est pas avec Hubble, il va falloir les voir. Ce genre de choses. Ça, c'est des images, oui, en parenthèse, ça, c'est des images calculées dans le groupe avec des simulations, avec un disque d'actuation ou avec une autre structure. Pour aller plus loin, en fait, il faut avoir un miroir plus grand. Et aujourd'hui, pour atteindre ce genre de résolution, la microseconde d'arc, en fait, il faut avoir un miroir aussi grand que la Terre. Alors vous allez me dire, c'est pas possible, on va pas construire un télescope, les crédits de la recherche étant ce qu'ils sont, vous n'aurez jamais ça. Non, mais par contre, on a des crédits pour faire des petites antennes, et en fait, les physiciens savent combiner la lumière, les ondes radio en l'occurrence ici, qui arrivent dans différentes antennes pour faire ce qu'on appelle un interféromètre. Et en faisant interférer les signaux qui arrivent dans différentes antennes, en fait, on arrive à avoir un pouvoir de résolution égal à un télescope géant qui aurait dans le diamètre serait la distance entre les antennes. Donc ça, c'est un projet, ce qu'on appelle l'interféromètre très grande base. Ce projet, il s'appelle l'Event Horizon Telescope. Donc télescope qui affiche son objectif, c'est l'horizon des événements. Donc, il y a ALMA, dont vous avez peut-être entendu parler, qui fait partie de ce projet. Donc il y a des radiotélescopes partout qui participent à ce projet. Quand je dis partout, il y en a donc ALMA, c'est dans la cordillère des Andes de Chili. Il y en a donc, comme vous voyez ici, il y en a sur l'île d'Hawaï, il y en a en Californie, il y en a en Europe. Donc en combinant ensemble, on a une espèce de télescope à échelle planétaire. Et avec lui, on espère voir, voilà ce qu'on espère voir. D'ici quelques années, c'est le futur proche.
Bon, la 2016, c'est peut-être un petit peu optimiste, mais disons d'ici quelques années, les gens espèrent avant la fin de la décennie, voir ce genre d'image-là. C'est-à-dire, bon, c'est pas encore aussi joli que les images, les simulations que je montrais tout à l'heure, mais quand même, on commence à voir la tache noire, on commence à voir l'horizon des événements. Il y a un autre projet qui s'appelle Gravity, qui lui est en cours d'installation. Alors là, c'est encore plus proche. L'instrument est en cours d'acheminement sur le VLT. En fait, il est dans la station de base du VLT. Ils sont en train de monter sur les télescopes du VLT. Donc l'idée, c'est de faire interférer les signaux optiques cette fois-ci des 4 télescopes du VLT. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup plus petit que les télescopes, l'Event Horizon Telescope qui est à l'échelle planétaire. Ok, c'est plus petit, mais on gagne sur un plan, c'est qu'on utilise des longueurs d'onde beaucoup plus courtes. Là, on est dans le domaine optique, infrarouge, plutôt que dans le domaine radio. Donc, en fait, on gagne en résolution de ce point de vue-là, et on espère obtenir une résolution de 10 microsecondes d'art qui ne permettra pas de faire des images, mais qui permettra de suivre très précisément des orbites d'étoiles autour du trou noir central. Et là, je vous montre un exemple, par exemple, d'une orbite d'une étoile qui est calculée dans notre groupe par des méthodes donc de calcul de géodésique autour d'un objet alternatif au trou noir pour tester, pour préparer justement ce genre d'observation. En fait, pour savoir si au cœur de notre galaxie, il y a vraiment un trou noir, eh bien, si on a la chance d'observer avec l'instrument de Gravity des étoiles qui orbitent à proximité de ce trou noir, par la forme des orbites, précisément l'analyse de cette forme des orbites, on pourra dire si c'est un trou noir ou pas. Et par exemple, ici, je vous montre un type d'orbite qui ne peut pas exister dans un espace-temps de trou noir. C'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir ça autour d'un trou noir. De toute façon, nous, on l'a calculé autour d'un objet hypothétique qu'on appelle une étoile bosonique. C'est une alternative au trou noir. Et bien, si on voit ça, eh bien, on pourra dire, c'est pas un trou noir, c'est plutôt une étoile bosonique au centre de notre galaxie. Vu de loin, ça se comporte comme un trou noir, mais vu de près, c'est différent d'un trou noir. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les orbites keplériennes de la loi de Newton. En Newton, les orbites, c'est toujours des ellipses. Après, c'est des paraboles ou des hyperboles, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Là, il y a une richesse en relativité générale des orbites qui sont... Enfin, je vais conclure le séminaire sur un autre moyen d'observation des trous noirs, peut-être pour le futur un peu plus lointain, encore que. C'est les ondes gravitationnelles, ce sont des vibrations de l'espace-temps. Je n'ai pas trop le temps d'entrer dans le détail sur les ondes gravitationnelles, mais on a aussi construit des instruments. Il y a Virgo, un instrument franco-italien dans le nord de l'Italie qui fonctionne actuellement, qui essaie de détecter ces vibrations de l'espace-temps. Et on pense qu'elles sont essentiellement émises, ces vibrations de l'espace-temps, au voisinage des objets compacts, et notamment des trous noirs. Donc c'est une façon d'observer les trous noirs. Les Américains essayent de leur côté avec des instruments, ici à Hanford et ici à Houston, on a un à chaque côté des États-Unis, des ancêtres comme ça. Il y a un projet de l'Agence spatiale européenne qui a été accepté il y a 2 ans, qui a été sélectionné, mais qui ne vaudra pas avant 2030, malheureusement, mais c'est dans les rails, qui s'appelle ELISA. Donc c'est un interféromètre qu'on va mettre sur orbite solaire, en fait, derrière la Terre, avec des bras de quelques millions de kilomètres. Et avec ça, on espère observer des trous noirs supermassifs. Le point important, c'est que même s'il n'y a pas de matière autour du trou noir, avec les ondes gravitationnelles, on le verra quand même. Donc on aura des renseignements sur la structure de l'espace-temps au voisinage du trou noir. Donc c'est aussi un moyen intéressant d'observer les trous noirs. Voilà. Et puis ça pourrait avoir des retombées importantes, notamment sur les tests de relativité générale, mais aussi sur les mesures de paramètres cosmologiques, puisqu'on verrait ces éléments-là avec LISA vraiment à des distances cosmologiques. Voilà. Ça, c'était une simulation réalisée par un groupe américain des ondes gravitationnelles émises par un système binaire de 2 trous noirs. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je crois que l'heure est prise. Si on veut laisser un peu de place aux questions, je vais juste conclure en quelques mots. Donc j'espère vous avoir convaincu que la relativité générale aujourd'hui, c'est une théorie extrêmement bien vérifiée en laboratoire, c'est vérifié dans le GPS, etc. Elle prédit quelque chose de remarquable qui est la dilatation des temps. C'est quelque chose qui est à l'échelle ici sur Terre qui est tout petit, mais au voisinage des trous noirs c'est très grand. D'ailleurs, si vous avez en tête le film Interstellar, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y a ce phénomène de dilatation des temps, c'est même un des ressorts du film, puisque le héros qui s'est approché du trou noir, il vieillit beaucoup moins vite que sa fille, par exemple. Ça ne veut pas dévoiler la fin du film, si vous avez entendu. Ouais. Voilà. Donc ce phénomène-là est utilisé. Et aujourd'hui, on a des nouveaux instruments qui arrivent, là, donc Event Horizon Telescope et Gravity, qui vont nous permettre pour la première fois d'accéder à ce qui se passe au niveau d'horizon des événements. Donc là, on va pouvoir vraiment faire des tests
de relativité générale, voir si on a bien un trou noir, ou si la théorie de la gravitation c'est bien la relativité générale, ou si ça dit la relativité générale. Voilà, juste pour conclure, je vais peut-être laisser ça pendant les questions. Ce sont les références bibliographiques, si vous voulez en savoir plus sur les trous noirs. Il y a différents livres qui sont parus, des livres un peu grand public. Je vous recommande Colin sur vraiment le lien entre quasar et trou noir, qui est un livre extrêmement intéressant. Un livre très récent aussi de Nathalie Toruel sur la genèse de la relativité générale, chez Belin. Il y a le livre de Jean-Pierre Lezotal, Les Sœurs des trous noirs, qui est assez détaillé. Il y a le film de Henriette Delot. Ce livre excellent de Kip Thorne, qui a participé au scénario d'Interstellar, Trou noir et distorsion du temps, aussi sur l'histoire de la relativité générale. Enfin voilà, c'est différents livres qui sont recommandables sur ce sujet. Voilà, je vais m'arrêter là et comme ça on aura le temps pour des questions. Merci.